De vol du domaine des fauves. Alors dans quelques instants vous allez pouvoir assister au vol de nos rapaces et pour cela quelques petites consignes de sécurité pour son bon déroulement. Alors vous allez devoir rester bien assis sur les bancs, de ne pas traverser l'aire de vol ou de traverser la trajectoire d'un oiseau. Alors il pourrait y avoir un risque de collision avec eux et cela pourrait vous faire très mal à vous ainsi qu'à nos rapaces. Alors nos rapaces vont pouvoir évoluer juste au-dessus de vos têtes et pour certains ils vont même pouvoir se poser juste à côté de vous. Alors en aucun cas on essaye de les toucher ou de les caresser. Et pour petit rappel, les rapaces ont un régime alimentaire strict de carnivores, ils vont se nourrir exclusivement de viande. Donc merci de bien vouloir manger toute source de nourriture, tout ce qui est sucré, salé, popcorn, et de bien vouloir le ranger dans votre sac et de bien vouloir le fermer. Allez, je vais pouvoir vous laisser avec une petite introduction et je vous retrouve dans une petite minute pour le vol des prédateurs des cieux. Gracieux, ils incarnent pour nous la liberté. Mais pour de nombreux animaux, ils sont le danger. Surgissant à l'improviste, tombant du ciel ou rasant le sol, ils arrivent par surprise pour attraper et se nourrir. Sous une apparence inoffensive, voire amusante, se cachent souvent de redoutables prédateurs. Imagine que la gentille cigogne qui apporte le bébé est en fait un impitoyable chasseur de rongeurs et de matriciens. Parfois mal aimés, les prédateurs sont pourtant indispensables. Ils sont les garants de l'équilibre de la chaîne alimentaire. Les oiseaux carnassiers sont les sauveurs. Engagés dans un travail de sauvegarde et de conservation, le domaine des fauves a vocation à faire découvrir ce monde aussi attirant qu'insolite. Les animaux que nous avons choisi de vous présenter sont nés en captivité, dont une partie ici même. Ils vont apparaître dans un instant, à côté de vous, ou au-dessus de vos têtes. Profitez de cet instant. Ouvrez vos yeux et découvrez les prédateurs ici. Alors, mesdames, messieurs les enfants, nous allons pouvoir débuter cette petite présentation avec les rapaces dits nocturnes. Alors donc les rapaces nocturnes, ce sont les chouettes et les hiboux, donc les rapaces qui vont voler et chasser essentiellement de nuit. Et les rapaces nocturnes, c'est une très grande famille, donc la famille des Strigiformes, plus de 250 espèces réparties sur la surface de notre globe. Alors nous allons pouvoir les retrouver dans tout type de milieux, les régions nordiques, les milieux aquatiques, ou encore les milieux désertiques, ou même les régions urbaines. Alors deux chouettes qui nous ouvrent le bal, avec moi une chouette leptogramme qui nous vient des régions d'Asie du Sud-Est et une deuxième chouette qui elle nous vient des régions nordiques, la Laponie, le Danemark ou encore le nord de la Finlande. C'est la chouette, bien évidemment, la chouette lapone. Alors vous allez pouvoir différencier ces deux chouettes car elles vont pouvoir vivre dans deux milieux totalement différents. Donc la chouette leptogramme qui est très arborée pour pouvoir se camoufler dans son environnement, elle va vivre dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Tandis que la chouette lapone, elle va vivre dans les régions nordiques, donc sur les terres froides. Donc elle aura un plumage beaucoup plus clair, pareil, pour pouvoir se camoufler au sol, sur la neige ou encore dans les forêts de bouleaux. Et vous allez pouvoir également différencier la couleur des yeux de nos deux chouettes. Regardez la couleur des yeux de la chouette leptogramme qui elle est bien plus foncée, et tandis que chez la chouette lapone, les yeux sont bien plus clairs. Donc notre chouette leptogramme, elle va chasser essentiellement en pleine nuit, tandis que notre chouette lapone, elle, vu qu'il fait 6 mois de jour et 6 mois de nuit dans son environnement, elle va pouvoir chasser de nuit comme de jour. Vous allez pouvoir observer que le vol de ces rapaces est totalement blanc, car leur vol est nettement meilleur de nuit que de jour, ça c'est sûr. Cependant, vous pouvez quand même apercevoir que le vol des rapaces nocturnes, ils peuvent très bien voler de jour sans aucun problème. Cependant, il va pas falloir être très pressé.
Alors bien évidemment, ces rapaces vont pouvoir chasser en pleine nuit, cependant leur acuité visuelle n'est pas non plus une caméra thermique. Ils vont pouvoir apercevoir les formes des proies, la forme des arbres ou encore des rochers, car ils vont pouvoir capter beaucoup plus de lumière que celle d'un œil humain. Et ils vont pouvoir partir à la recherche de tout petits rongeurs, tout petits lézards ou encore des insectes qui vont pouvoir choper en plein vol, notamment grâce à leurs serres au niveau des pattes. Les rapaces vont retrouver de très longues griffes, donc qu'on appelle les serres, tout simplement pour pouvoir capturer leur proie, faire la mise à mort de la proie ou transporter toutes ces proies vers le point de nourrissage. Et le bec des rapaces est dit crochu, tout simplement pour pouvoir déchiqueter la viande. Allez, on va pouvoir applaudir nos deux chouettes qui ont ouvert le bal. Alors le voici qui arrive, c'est le plus grand rapace nocturne au monde. On va même pouvoir le retrouver à flanc de nos falaises françaises. Voici le grand-duc d'Eurasie, également appelé grand-duc européen. Alors nous allons pouvoir le rencontrer en France, partout sur l'Europe, l'Europe de l'Est, même pouvoir partir sur la Scandinavie, même la Russie. Alors vous allez pouvoir faire la différence parmi les chouettes et les hiboux grâce à notre ami le grand-duc. Alors regardez au-dessus de la tête et c'est uniquement chez les hiboux que nous allons pouvoir retrouver ces deux petites plumes qu'on appelle les aigrettes, car la tête des chouettes, elles en sont dépourvues. La tête des chouettes est entièrement ronde. Seuls les hiboux, les grands-ducs, vont posséder ces deux petites plumes au-dessus de la tête. Alors d'un point de vue scientifique, pour l'instant nous n'avons encore rien déterminé, elles servent strictement à rien. Mais on dit toujours que c'est très utile à se camoufler de jour, car ces rapaces nocturnes doivent se camoufler de jour pour pouvoir passer inaperçus. Donc le jour, il va redresser les aigrettes au-dessus de la tête et ainsi il va pouvoir ressembler à une branche. Et la chouette d'Harry Potter n'est pas une chouette, mais bien un hibou. Alors, regardez également la rotation de la tête typique chez ces rapaces nocturnes. Le corps reste immobile, les serres bien acérées, bien agrippées sur la branche. Uniquement la tête qui tourne, qui nous fait la belle démonstration, une rotation de la tête de 266 degrés. Et il faut savoir que chez ces rapaces nocturnes, les yeux sont fixes dans les orbites. Ils ne peuvent en aucun cas les bouger ni de droite à gauche, ni de haut en bas. Donc pour pouvoir localiser une proie ou un danger, ils vont devoir tourner la tête. Alors bien évidemment, les enfants, n'essayez surtout pas de faire comme le grand-duc. Et le vol des rapaces nocturnes est également très silencieux, car ces prédateurs de nuit doivent agir dans le silence pour pouvoir surprendre leur proie. Alors en France, on va pouvoir dénombrer plus d'une dizaine de rapaces nocturnes. Parmi eux, bien évidemment, le grand-duc d'Europe ici présent, le hibou moyen-duc ou encore le petit duc de Scops, ou même la ligne marécageuse, le hibou des marais. Et parmi les chouettes, nous allons pouvoir également dénombrer quelques petites espèces, comme la chouette chevêche, la chouette hulotte ou encore la chouette l'effraie des clochers, également appelée dame blanche. Alors il faut savoir que ces rapaces nocturnes sont menacés dans leur environnement, menacés, victimes de collisions avec des voitures, ou encore victimes de la destruction de leurs granges, des granges et des clochers d'église, car c'est très généralement à cet endroit-là que ces rapaces nocturnes vont pouvoir nicher, faire leur reproduction, et même victimes d'empoisonnement sur leur proie, donc victimes d'empoisonnement notamment sur toutes les espèces nuisibles, tout ce qui est rongeur. Allez, on va pouvoir applaudir notre ami le grand-duc. En direction de l'Australie. Alors le prochain oiseau n'est pas un rapace, tout simplement parce qu'il ne possède pas de serre au niveau des pattes et pas de bec crochu. Vous allez voir, c'est un très grand bavard. On va le retrouver sur les terres australiennes. Et il fait partie de cette très grande famille, donc la famille des martins chasseurs, des martins pêcheurs, très grande famille. On va pouvoir les retrouver un petit peu partout sur la planète, plus d'une soixantaine d'espèces de martins chasseurs et de martins pêcheurs. Donc ici c'est le martin chasseur géant d'Australie, et on l'appelle également Kookaburra. Kookaburra en langage aborigène qui signifie oiseau rieur. Oiseau rieur tout simplement par rapport à son cri qui évoque le rire humain. Et très généralement, le Kookaburra va vivre en très grande colonie, plus d'une centaine d'individus sur un seul et même lieu. Et très généralement habité à côté d'une colonie de Kookaburra, très généralement la grasse matinée, elle est vite oubliée.
Alors c'est un véritable petit prédateur pesant à peine 500 grammes. Le martin chasseur va partir à la recherche de 3 bien plus grosses que lui parfois, comme notamment de très bons rongeurs ou même des serpents venimeux. Et très généralement la technique de chasse, regardez, parce qu'il vole sur sa proie, le bec. Elle est tout entière. 50. Vous pouvez pouvoir observer ses parents dans l'île de nos volières de reproduction. Et regardez son dernier petit vol, toujours avec le bec en avant et les plumes aplaties au-dessus de la tête. Vous allez voir une véritable petite flèche. Hop là. Et on va pouvoir applaudir le martin chasseur géant d'Australie. En France, vous allez pouvoir retrouver, notamment au niveau des cours qui se nourrissent exclusivement de carcasses. Donc ce sont les charognards. Voici le bal des vautours. Alors, un premier vautour à nous rejoindre, l'Urubu Act John, un petit vautour américain. Nous allons pouvoir le rencontrer sur l'Amérique centrale, un petit peu plus au sud également. Petit vautour américain, Urubu. Et le prochain à nous rejoindre, s'il le veut bien, toujours un Urubu également, mais cette fois-ci, l'Urubu à tête rouge, qu'on appelle également vautour aura. Et il existe une troisième espèce de Urubu, cette fois-ci ce sera l'Urubu à tête noire. Les scientifiques n'ont pas cherché très loin. Comme la plupart du temps, les animaux de la nature, lorsqu'on leur donne leur nom, que ce soit par rapport à leur distribution, par rapport à leur habitat, ou même la couleur de leur plumage ou de leur morphologie. Alors les vautours, on a toujours dit qu'ils étaient très sales et répugnants, mais sachez que les vautours ont ce rôle très essentiel au sein de la nature. Ils ont ce rôle de nettoyeur, ils vont pouvoir nettoyer la nature car ils se situent en dernier de la chaîne alimentaire. Ils se nourrissent exclusivement de carcasses d'animaux déjà morts. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir éviter toute dispersion de maladies. Alors donc les vautours n'ont pas de cerf au niveau des pattes, de toutes petites griffes. Toute la puissance du vautour se situe au niveau du bec, un véritable rasoir avec lequel ils vont pouvoir déchiqueter la viande, déchiqueter le cuir de certains animaux, notamment sur les carcasses. Le bec est un véritable rasoir. Alors avons-nous des vautours en France? Oui, non. Alors, c'est qui dit oui, levez la main. Et qui c'est qui dit non? Pas de vautours en France, c'est bien sûr que si, en France, on va pouvoir observer des vautours. Alors, ils sont bien plus grands, bien plus impressionnants pour l'un des plus grands, plus de 2,80 m d'envergure, notamment pour le gipette barbu, ou encore le vautour moine, et même le vautour fauve. Alors, donc, les vautours, ils ont évolué différemment. Ils ont perdu cette capacité de voler car les vautours vont se servir des ailes uniquement pour le décollage et l'atterrissage, tout simplement parce qu'ils ont une envergure beaucoup plus grande que les autres rapaces. Et les vautours, ils vont se servir de courant d'air ascendant. Courant d'air ascendant, c'est un petit peu l'ascenseur du ciel qui vont porter ces rapaces à pouvoir planer pendant plusieurs heures pour pouvoir rechercher leur carcasse. Et oui, les vautours sont aussi très à l'aise au sol. Excellent marcheur, excellent coureur. Non, faut pas se battre. Hein. Et donc en France, on va pouvoir observer les vautours dans le Vercors, la Chartreuse, ou encore dans les Pyrénées, ou même dans la... Non, parmi les prédateurs. Voici le cousin de la buse variable que vous allez pouvoir observer en France, dans nos campagnes, dans les champs. Voici la buse de Harris, qui nous vient d'Amérique centrale, du golfe du Mexique. Vous voir que notre buse vous passe juste au-dessus de la tête. Restez bien assis, ne bougez surtout pas. La buse de Harris est dit oiseau de bas-vol, c'est-à-dire qu'elle va toujours raser le sol pour réduire la taille de son nom pour pouvoir surprendre ses proies. Donc il existe des rapaces de bas-vol, mais aussi des rapaces de haut vol, notamment les faucons ou encore les milans. Donc au vol tout simplement car ils vont chasser en plein vol. Alors avec la buse de Harris, parlons fauconnerie. La fauconnerie est un art ancestral qui existe depuis plus de 4000 ans, qui trouve son origine en Asie du Sud-Est. Alors la fauconnerie est l'art de chasser avec un oiseau de proie, notamment ces quelques rapaces, buses, aigles, faucons, autour, pour pouvoir chasser du lièvre, ou même se servir d'effarouchement, notamment dans les grandes villes ou encore dans les gares de train, effaroucher les espèces nuisibles. L'armée française possède également sa propre fauconnerie, notamment au bord des pistes d'aviation. Ils vont pouvoir faire décoller un aigle royal pour pouvoir détruire les drones ennemis, ou même
effaroucher toute espèce qui peut rentrer en grâce à sa queue qui va lui servir de gouvernail et à sa toute petite envergure. Alors la buse de Harris fait partie de ces quelques rapaces à vivre en meute, car généralement les rapaces ce sont des solitaires ou peuvent potentiellement vivre en couple. Mais la buse de Harris est un rapace qui va vivre en petits groupes, donc jusqu'à 10 individus pour pouvoir chasser des proies bien plus grosses. Allez, bougez pas par là. Le temps pour lui de calculer sa trajectoire. Hop là. Allez, vous allez pouvoir regarder sa meilleure technique de chasse tout en rasant le sol. Vous allez pouvoir voir que notre buse va réduire la taille de son ombre de moitié. La buse de Harris. Alors elle nous vient également d'Amérique du Sud, et bien plus au sud que la buse de Harris. Nous allons pouvoir la retrouver dans la cordillère des Andes, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay. Voici la buse bleue du Chili. La buse bleue du Chili, 1,90 m d'envergure, plus de 200 kg de pression en centimètres carrés dans les pattes, et véritable prédatrice car son acuité visuelle envoie les yeux de la taille d'un pamplemousse. Alors, buse bleue du Chili, vous doutez bien pour la couleur de son plumage, cette couleur bleutée, cette couleur ardoisée. Et il faut savoir qu'à la naissance, les buses bleues naissent avec le pelage, les plumes entièrement noires, pour pouvoir se camoufler, et c'est à l'âge adulte que cette couleur bleutée apparaît. Alors vous allez pouvoir différencier mâles et femelles chez les rapaces, car chez les rapaces, les mâles sont un tiers plus petits que les femelles. C'est toujours les femelles qui seront bien plus grosses et bien plus impressionnantes. C'est pour cela que les femelles vous auront des apnées des forts et les mâles tiercelés. Carnivore, elle va se nourrir exclusivement de viande. Alors cette fois-ci, elle est montée sur échasse, elle a de très longues pattes et un très long bec. Voici bien évidemment, vous la reconnaissez, la cigogne blanche. Alors, présente en France une toute petite partie de l'année, il existe deux espèces de cigognes en France, donc la cigogne blanche qui se présente même, et l'autre cigogne qui elle se fait un peu plus discrète, la cigogne noire. Alors comme je vous disais, elle est strictement carnivore, elle va se nourrir exclusivement de viande. Donc elle est assez opportuniste, c'est-à-dire des enfants opportunistes, ça veut dire qu'elle peut manger un petit peu de tout. Donc les rongeurs, les amphibiens, les batraciens, les insectes, les vers de terre, notamment grâce à son long bec qui va lui servir de poignard en forme de harpon. Et grâce notamment aussi à ses longues pattes, elle va pouvoir chasser dans les milieux marécageux, chasser, parcourir les milieux marécageux, les cours d'eau, sans oublier les plumes, car un oiseau avec les plumes mouillées est un oiseau qui ne peut pas voler. Et donc, comme je disais, on va pouvoir les observer une toute petite partie de l'année en France, donc de mars à septembre. C'est à ce moment-là de l'année où les cigognes vont venir en France, sortir de migration, pour pouvoir venir s'accoupler, se reproduire et donner naissance à des cigognos. Il faut savoir, à la naissance, les cigognos possèdent le bec et les pattes entièrement noires, comme la buse bleue, pour pouvoir se camoufler dans le nid. Et c'est à l'âge adulte que cette couleur orangée apparaît. Alors on a toujours dit que la cigogne était signe de légende, avoir une cigogne sur le toit de sa maison était signe de progéniture, ou même que la cigogne a apporté les bébés à la maison. Vous vous doutez bien que c'est en aucun cas possible, elle ne peut pas transporter les bébés ni dans le bec, ni dans les pattes. Allez, on va pouvoir la laisser repartir, notre ami.
Il y a une pression là. Ouais, mais à la base, en fait, ça va plus haut à l'intérieur. Et ici, tu vois, il y a une fermeture externe, on avait la même au Canada. C'est-à-dire qu'il y avait un espace qui était plus... Enfin, ça continue, mais tu vois, avec ces El fresco do caminho. Olha, tá
Sylvain est plus chaud. C'est la maison. C'est un peu beau. Tu peux te nourrir de bêtes mortes. Et tu veux qu'il y ait un papier dans le sac? Olha! Oi, Gui! Olha pra ela não morder ninguém. Il y a la liste du spectacle aussi, t'as vu? Papa? T'as vu? La grise là? Elle est tellement impressionnante. Fais, hein.
Oh my god! Il fait peur! Il a plein de choses, il n'a pas dormi. C'est vrai. Mais il a des grandes pattes. Bah lui il s'allonge. Tranquille-toi. Ah, il sonne. Même pas, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur, je dis. Il a plein de choses, il n'a pas dormi. Je préfère être à sa place que nous. Ils vont bien avancer, nous. Ouais, dans 10 minutes. Sérieux. Ils vont bien avancer quand je te... Oh! Là, c'est le mâle et je crois que là, c'est la femelle. Ouais, elle se rapproche. Alors, c'est un animal qui va chasser à l'appui. Chasser à l'appui, ça veut dire qu'il va se camoufler, se cacher dans le environnement. Vous allez vous dire que c'est pas non plus. En effet, il s'agit là uniquement d'un goûter. Nos animaux sont tous les soirs dans les bâtiments et de façon séparée. Pourquoi de façon séparée? Pour éviter de se battre. Pourquoi? Pour avoir une bonne quantité, pour pouvoir avoir le contrôle sur ce qu'il mange, mais aussi et surtout, et bien puisque dans la nature, un tigre ne vit pas du tout en groupe. Les seuls animaux qu'on va nourrir en groupe, ce sont des animaux qui vivent naturellement en groupe. S'il y a besoin, et bien pour que le groupe fonctionne correctement, et bien qu'il y ait parfois des affrontements. Or, il faut savoir que... Je le play. Eu jogando lá do outro lado, penso que ele vai lá correndo. Ele só ganhou mais, tadinho. Já comeu. Ele só ganhou um, agora ganhou dois. Ganhou 3 do mundo, que é muito grande. Outro começou a lamer as costas. Então mais 2 só pra criança. Então quando tu jettes à manger à l'arrière-plan, Aí no sol não quero. Alors, messieurs, dames, c'est avec ces derniers morceaux de viande. coisa. Mais moi, non, là, je me sens pas de lui donner directement.
mange ou pas? Je pense qu'il faut lui donner... Quand même que ça, ouais, c'est assez gros. Ah qui était enrhumée, elle l'a morgonné. Donc du coup, je vais leur donner. Oui, oui, ma chérie, tiens. Là, t'es une gentille chérie. Allez. Et bien 4 s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie.